Alors Franck, tu peux me dire exactement ce que c'est que cette boîte noire là? C'est un piège à phéromones pour attraper les scolites, l'ipstypographe, le scolite de l'épicéa qui est communément appelé bostриche. Alors c'est pas quelque chose qui sert à la lutte parce que les populations sont tellement importantes que ça n'a pas d'effet sur les populations, mais ça nous sert à faire un suivi des populations et aussi détecter les envols, à quel moment les envols se produisent et pour savoir à peu près à quel moment les attaques vont se produire sur les arbres. Ok, donc ça c'est des choses qui sont placées un peu partout dans les forêts, dans le Jura, ça ou, Il y a eu quelques pièges, à peu près 5-6 pièges qui ont été placés sur tout l'ensemble du massif jurassien, en partant de la plaine jusqu'à à peu près 1200 mètres sur le massif du Rizou. C'est un protocole qui est mis en place par le DSF, le département de la santé des forêts, qui est un organisme qui est en charge le suivi sanitaire des forêts françaises. Et toi tu travailles pour cet organisme? Oui, une partie de mon temps, à peu près 20% de mon activité, je suis ce qu'on appelle correspondant observateur. Donc c'est tout un réseau de forestiers de terrain qui est réparti sur le territoire national et qui anime ce réseau et qui collecte des données pour ce réseau. D'accord. Et sinon le reste de ton temps tu travailles, t'es forestier où alors? Donc moi je suis forestier à l'ONF, D'accord. je suis aménagiste, ce qu'on appelle, donc je suis chargé de rédiger les plans de gestion des forêts. Alors le typographe est attaque essentiellement l'épicéa. Après, en période épidémique, il peut s'attaquer aussi à d'autres résineux, le sapin, éventuellement les mélèzes et les pins, mais bon, beaucoup moins souvent. C'est vraiment plus l'épicéa. Après, il y a d'autres scolites qui sont inféodés à d'autres essences. Sur le sapin, c'est plutôt le curvidenté ou le spinidenté. Voilà, donc il y a des scolites qui s'attaquent à différentes essences. Mais Ça c'est des insectes, hein. c'est des insectes, ouais, des coléoptères. Donc en fait, les insectes pénètrent par ces petites fentes et après ils sont piégés, ils tombent dans ce réceptacle qui a un système de goulotte pour éviter qu'ils s'échappent. Donc après, il ne reste plus qu'à ouvrir la goulotte. Une fois que je les ai récoltés, je les ramène au bureau, je les compte. Alors quand il y en a un certain nombre, après on fait au volume, on fait une quantification par le volume. On sait que dans un millilitre il y a tant d'insectes, donc on peut extrapoler le nombre d'insectes total en fonction du volume. Et après je saisis ça dans une base de données pour faire un suivi sur l'ensemble de la région et même un suivi national. On voit un morceau d'écorce, là tu montres l'intérieur de l'écorce là. Oui, c'est ça, oui. Vas-y, je t'écoute alors. Donc en fait ce sont les mâles qui initient le processus de colonisation. Donc ils font un trou de pénétration, ils creusent une chambre nuptiale et là il va attirer 2 ou 3 femelles pour le typographe. C'est une espèce polygame et donc il va y avoir accouplement dans la chambre d'accouplement. Et ensuite les femelles vont creuser des galeries dans le sens du bois, donc verticales, une vers le haut et une vers le bas. Et dans ces galeries, elles vont pondre ponctuellement des œufs, à peu près entre 30 et 60 œufs par femelle. Une fois que les œufs ont éclos, ce qui prend à peu près 1 à 2 semaines, et ben, les larves vont creuser des galeries, elles, perpendiculaires aux galeries maternelles. Et vont s'enfiler comme ça et vont grossir au fur et à mesure qu'elles vont creuser leur galerie. Voilà. Et donc ça fait mourir l'arbre alors? Alors ce qui fait mourir l'arbre, oui, c'est le développement surtout des galeries des larves qui coupent la circulation de la sève. Là c'est l'endroit où circule la sève de l'arbre. Donc voilà, la sève c'est un peu le sang de l'arbre, donc il n'y a plus de circulation de sève. Donc l'arbre meurt. Voilà. Ok. Et donc ça concerne l'épicéa pour le typographe. Alors pourquoi typographe? On l'appelle typographe parce qu'en fait les dessins des galeries ressemblent un peu à des caractères de typographie. Donc voilà, d'où son nom de typographe. Donc arrivé au bout de sa galerie, la larve fait une loge de nymphose où elle va finir son développement. Elle va rester au bout d'une ou 2 semaines, elle va devenir un adulte immature. Et cet adulte immature va faire un repas de maturation qui va durer quelques semaines aussi pour devenir un adulte. Et il repart s'envoler alors? Il repart s'envoler, oui, et pour se reproduire. Quand le mâle a creusé sa chambre d'accouplement, il émet des phéromones qui attirent les femelles.
qu'on appelle les hormones d'agrégation. Et au contraire, une fois que les femelles se sont accouplées, que l'arbre est colonisé, elles émettent plutôt des substances qui vont plutôt repousser leurs congénères. Et c'est pour ça que les insectes qui arrivent et qui sentent ces hormones qui les repoussent vont aller coloniser un autre arbre voisin, parce qu'elles savent ici que c'est plein. Et c'est d'où le développement en foyer. D'où la prolifération. D'où la prolifération et le développement en foyer assez groupé. Il peut y avoir deux générations, en conditions normales, il y a deux générations en plaine et une génération en montagne. Après, dans des situations exceptionnelles comme on a connu ces dernières années avec des épisodes de chaleur assez remarquables, de sécheresse, il peut y avoir jusqu'à 3 générations en plaine et jusqu'à 2 en montagne. Le premier envol, comme on l'a dit tout à l'heure, se situe à peu près fin avril sur mai. Et le deuxième envol se situe à peu près au mois de juillet. D'accord. Voilà. Et éventuellement un troisième éventuellement une troisième à l'automne. Voilà. Donc ça dure une grande partie de l'année, on va dire, s'il n'y a que le froid qui les arrête, ou la pluie. Ouais, à l'automne, ils commencent à se préparer à hiverner. Donc, tant qu'ils sont au stade larves, nymphes et adultes immatures, en général, ils hivernent sous l'écorce. Donc là, en fonction de la météo de l'hiver, il peut y avoir des grosses pertes. C'est à peu près 50% qui arrivent à passer l'hiver. D'accord. Et après, ils finissent leur maturation au printemps d'après. Et les adultes, eux, passent l'hiver, ils hivernent dans la litière. Les femelles sont capables, après avoir pondu la première fois, après des repas de régénération, elles sont capables de refaire une génération sœur. Ce qui fait que en zone de plaine où théoriquement il peut y avoir 2 générations, en fait il peut y en avoir 4 parce qu'il y a une génération sœur à chaque fois. Donc il peut y avoir, une femelle peut donner 2 fois quoi. Voilà, ça fait 4 fois, donc ça fait 4 générations, d'où l'effet exponentiel des populations. D'accord, ok. Mais ça a toujours existé les scolites? Oui, ça a toujours existé, c'est un insecte endémique. Et quand on consulte les archives forestières, on constate des phases d'épidémie après chaque accident météorologique, après chaque tempête, que ce soit 1990, 2000, et puis là c'est plutôt les années de sécheresse depuis 2015 exceptionnelles qui ont c'est quand même des populations qui sont assez régulières que les forestiers connaissent. Détecter les attaques, c'est pas toujours évident. Les signes sont plutôt pas très marqués. C'est surtout il faut presque aller voir chaque arbre au pied et voir si on voit des trous de pénétration et surtout si on voit de la sueur sur le tronc. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on détecte réellement la présence. Oui, c'est la façon la plus fiable. Et souvent les gens croient que les insectes sont encore dans les arbres quand l'écorce est tombée ou en train de tomber ou le houppier est rougissant, alors qu'en fait souvent à ce stade-là les insectes sont déjà partis. C'est efficace au niveau de la lutte quand les insectes sont dans l'arbre. Et une fois que l'écorce commence à se décoller et puis que le houppier rougit, en général c'est trop tard. Et c'est même contre-productif de les exploiter tout de suite parce que souvent il y a le cortège des prédateurs. Parce que le scolite, comme toute chose, comme tous animaux, ont leurs prédateurs. Et les cortèges des prédateurs sont souvent encore eux là, parce qu'ils ont un temps de retard. Donc si on exploite les bois à ce stade-là, on détruit les prédateurs. Donc c'est peut-être plutôt contre-productif. Il faudra peut-être mieux laisser un petit moment, parce que de toute façon, à ce stade-là, les arbres ne se déprécient plus vraiment, et les exploiter un peu plus tard. Ce qui crée la difficulté d'endiguer les épidémies, c'est qu'il faut vraiment avoir un suivi fin et régulier parce que un arbre en 3 semaines, 1 mois, il peut tourner. Le meilleur moyen de lutte, c'est de les exploiter quand les insectes sont dedans. Au mieux, c'est de les extraire de la forêt pour pas qu'il y ait de propagation avant que les insectes puissent finir leur cycle. Si on ne peut pas les extraire, il faudrait écorcer les bois et puis au mieux détruire les écorces. Donc voilà un exemplaire d'un scolite qui va bientôt partir alors. Sur cet arbre spécifiquement, donc, on a déjà procédé à une levée d'écorce il y a 4 jours. Donc, ils étaient, les scolites étaient à un stade de maturation un peu moins avancé. Donc, ils avaient une coloration plus jaunâtre. Et là, on s'aperçoit que 4 jours après,
ils sont presque au stade adulte avec une couleur noire, quoi. Donc c'est grâce à ce stade d'évolution qu'on peut penser que l'envol est proche, quoi. Donc là, bien caché dans l'écorce, on retrouve un individu donc, qui est quasiment au stade adulte, donc caractéristique par cette couleur rousse, jaune paille. Donc ça, c'est un individu qui d'ici une semaine sera au stade adulte et prêt donc à quitter l'arbre pour en recoloniser un autre. C'est des individus qui ont vu le jour il y a à peu près un mois suite à l'attaque au vol de scolytes qui a eu lieu après le 14 juillet. D'accord. Donc là on en voit un exemplaire, mais il faut imaginer qu'il y en a plein de petits frères qui se promènent, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc certains sont au même stade que lui, d'autres ont peut-être déjà quitté l'arbre, avec quelques jours de maturité en plus. Il y a une attaque qui est toute fraîche, donc on est à 1150 mètres d'altitude. Okay. On a regravi encore un niveau là. Ce que tu peux constater, c'est la présence de sure d'une couleur roussâtre qui est prise, qui est emprisonnée dans une toile d'araignée qui est au pied de cet arbre. Donc cette sure, en fait, elle provient du forage de l'écorce par du scolyte typographe, donc qu'on appelle le bostrige, et qui vient d'attaquer cet arbre. Donc l'attaque, elle est vraiment toute fraîche. Toutes ces traînées blanches un petit peu brillantes et collantes, donc c'est de la résine. En fait, c'est un signe que l'arbre vient d'être attaqué par un insecte qui a percé l'écorce. Et sous l'écorce, en fait, circule la sève qui alimente l'arbre. Et donc du coup, l'écoulement de résine, c'est un signe d'attaque. C'est un deuxième signe d'attaque qui est confirmé par la présence de sure au pied de l'arbre. Là, ils sont dans l'arbre et certainement depuis pas très longtemps, car c'est un arbre qui n'a pas perdu la moindre écorce et pas la moindre aiguille non plus. C'est un bois qui est tout vert, tout beau, sauf qu'en réalité, c'est un arbre qui est en train de mourir de l'intérieur. D'accord. Donc cet arbre-là, ça va être combien son délai alors? Ça va être quelques semaines, quelques mois? C'est 4 semaines. Dans 4 à 5 semaines, on va commencer à voir les aiguilles rougir et tomber au sol, puis l'écorce se décoller. On va descendre voir un très très beau bois. Oui, qui se situe juste 30 mètres en dessous des bois scolités qu'on vient de voir. Donc celui-là, il a une particularité, et tu vas m'en dire un peu plus quand on sera au pied de cet arbre. Voilà, exactement. Et on est descendu donc au pied de ce fameux arbre. Tu peux m'en dire plus alors sur cet individu? C'est un épicéa, donc un épicéa commun, de très gros diamètre, de très belles dimensions. Il aurait quel âge cet arbre-là? Il a à mon avis au moins 200 ans. D'accord, ok. Et il y en a beaucoup des comme ça dans la forêt là ou... Des très gros comme ça, il y en a de moins en moins. D'accord. Mais il y en a encore. Après, d'une qualité aussi exceptionnelle, ils sont moins de 30. D'accord, sur la forêt là? Sur l'ensemble des 1000 hectares, ouais. Ah ouais. Et donc, c'est quoi alors sa particularité alors? Donc, c'est un bois d'harmonie. D'accord. Donc, ce qu'on appelle aussi l'épicéa de résonance, qui est caractéristique et réputé dans le Jura pour la construction des instruments, notamment du quatuor à cordes. D'accord, ok. Donc les luthiers sont fortement intéressés par ce genre d'arbre. Voilà, tout à fait. Ouais. Sachant qu'ils sont très rares. Donc c'est certainement un épicéa sur 10 000 qui va permettre la construction des plus beaux instruments. La spécificité de cet épicéa, c'est surtout son diamètre. Donc ça, dans la première longueur de sa bille de pied, les luthiers vont pouvoir construire certainement de belles contrebasses. Donc cet arbre-là, il est attaqué par les scolytes ou pas alors? Pour le moment, non. Donc c'est ta hantise, ça, quoi qu'il soit... Exactement. Ouais.
Et donc ça arrive, quoi, tu en as des bois comme ça, Oui. ces fameux bois, là, les 30 qui existent sur la forêt potentiellement. Il y en a déjà qui ont été attaqués. On en a récolté 3 cette année en bois D'accord. scolité. Et ils gardent quand même leur qualité ou c'est fini? Malheureusement, non, c'est fini. Ils ne peuvent pas en faire Non. des instruments de musique, quoi. En fait, la plus belle qualité de l'arbre à l'intérieur, donc elle va se situer au plus près de l'écorce. D'accord. Et le problème des attaques de scolytes, c'est qu'au moment où il perfore l'arbre, donc il véhicule également donc des filaments de champignons qui, avec l'humidité et l'air, vont se développer sous l'écorce et rentrer à l'intérieur du bois et donner en fait une coloration bleue aux planches en fait. Ouais. Et cette coloration, ça va vraiment empêcher les luthiers de... D'accord. Donc il y a un deuxième effet du scolyte. Voilà, non seulement il ça. mange, mais en plus il draine avec lui un champignon qui attaque aussi l'arbre. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Ouais, donc oui, c'est un sujet que tu dois surveiller régulièrement. Voilà, qu'on surveille de près, Ok. mais qu'on songe fortement aujourd'hui à récolter. Ouais, mais avant qu'il soit potentiellement attaqué, Voilà, ça serait ça. c'est ça. Ouais. Ok. On était sur des massifs très hauts en altitude, exposés nord-nord-ouest, donc régulièrement froid. Et on s'aperçoit que le scolyte fait que gagner du terrain, y compris sur ces versants-là. D'accord. Ok. Donc il faut espérer au moins qu'il servira à faire des beaux instruments de musique si on ne peut pas le garder debout vivant, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Il aura certainement une très belle seconde vie. D'accord. Alors Manu, c'est toi qui gères la forêt ici, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. On est à Mignevillers, dans le département du Jura. D'accord. Donc à une altitude d'environ 1050 mètres ici. Ok. Et ça, c'est une forêt communale, c'est ça? C'est ça, c'est une forêt publique donc, qui est propriété de la commune de Mignevillers. Et toi, tu travailles à l'ONF, c'est ça? Voilà, je suis technicien forestier à l'ONF. Tu es touché depuis combien de temps là ici? Donc on est très touché donc, depuis fin 2018, début 2019. Ouais. Suite donc aux fortes canicules qu'on a connues, 2018, 2019, 2020. On constate donc malgré une année 2021 extrêmement pluvieuse et humide, que le phénomène est en pleine accélération. Donc on est même à l'année la plus catastrophique en termes d'attaque de bois scolyté. Là, en l'espace de 20 ans, on s'aperçoit que la forêt, elle s'en va petit à petit, gentiment. Donc c'est pas le gros coup de vent de 99 qui a fait beaucoup de bruit. Là, c'est une tempête beaucoup plus silencieuse qui fait que les arbres s'en vont, les arbres meurent. Donc suite au réchauffement climatique, quoi. Elle va ressembler à quoi la forêt ici? Elle va changer inévitablement. Il n'y a pas que de l'épicéa, on a également du sapin, du hêtre en accompagnement. Donc pour le moment, ces essences sont, on va dire, peu touchées par les insectes. Donc on va conserver ces essences-là, un petit peu d'érable aussi. Mais on voit clairement une forêt qui devient de plus en plus claire, avec des volumes de bois à l'hectare qui font que de baisser. Donc l'épicéa qui était un peu l'arbre roi ici, tout à fait. Il ne va plus l'être, quoi, finalement. Non, alors. certainement pas. Suite aux attaques de scolytes, on voit que sur cette parcelle, il n'en reste même plus un seul. Donc on a... Au stade adulte en tous les cas, parce qu'on voit quand même de la régénération présente dessous en épicéa. C'est pas non plus vide totalement dessous, c'est pas pas vide. vide. Espoir, même si on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Voilà, c'est ça. Ouais. Et au-dessus, donc, tu as tes fameux hêtres, alors, c'est ça? Voilà, c'est du hêtre, accompagné de quelques érables sycomores, donc qui sont les deux principales essences feuillues sur ces forêts d'altitude. D'accord. Donc là, on n'aura plus du tout le même bois d'œuvre, là, puisque j'imagine qu'avec les hêtres, on ne fait pas la même chose qu'avec les épicéas, quoi. Absolument. Donc le hêtre, ici, ça va représenter 90% de bois de chauffage, de bois de feu, donc avec 10% de bois d'œuvre.
Donc, alors que les épicéas, c'était quasiment du 100% en bois d'œuvre, quoi. Et donc d'un point de vue économique pour la commune, ça va changer aussi. Ça va énormément changer. On a quand même eu des températures qui ont quand même avoisiné les 40 degrés, notamment en juin 2019. Ouais. Donc à ces altitudes-là, c'était du jamais vu. Il faut rappeler qu'on est dans le Haut-Jura, voilà. et le Haut-Jura réputé pour être froid. Pour être froid et humide. Un été normal ici, c'est un orage tous les jours. Et c'est quasiment ce qu'on n'a plus depuis des années. D'accord. Et l'enneigement, ben, c'est pareil, c'est des forts enneigements, mais une fois tous les 4 à 5 ans, alors que normalement, c'est 6 mois de neige dès mi-novembre, quoi. Donc ouais, le milieu, on va dire, intérieur à la forêt change aussi. Les températures montent du fait qu'il n'y a plus ces grands arbres. C'est ça, inévitablement. Donc la forêt amène de l'humidité, amène des orages. Donc sachant qu'il y a moins d'arbres, automatiquement, il y a moins d'évapotranspiration, donc moins d'orages. Ok. Donc il faut quand même espérer que les petits épicéas là qu'on voit derrière toi puissent se développer et quand même malgré tout essayer de faire des grands arbres. C'est le seul espoir, un des espoirs qu'on peut avoir. En tant que forestier, nous, l'espoir qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'on espère qu'ils vont s'adapter en fait. D'accord. À ces températures de plus en plus chaudes et à cette pluviométrie qui baisse. Donc là, globalement, on est sur des sols quand même où le calcaire, la dalle rocheuse est très proche. Donc les plantations sont quasiment, on va dire, impossibles. Déjà pour mettre un plan en terre avec une pioche, on est tout de suite dans le caillou, donc c'est difficile. Après, nous, ce qu'on espère, c'est, comme on dit, la nature, elle fait quand même bien les choses aussi. Donc il y a peut-être d'autres essences qui vont arriver également, donc disséminées par des oiseaux. D'accord. Ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. D'accord. Ok. Bon, bah Manu, je te remercie pour avoir participé à la chaîne et puis je te dis à une prochaine alors. À bientôt.